Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, prêt à partir pour découvrir la nouvelle exposition au château de Prangin avant de profiter d'un interlude musical avec Madame. Ensuite, rencontre avec l'association des peintres et sculpteurs de la Côte pour leur 28e exposition collective avant de parler musique live avec l'association Distillery of Sound. Le château de Prangin dépoussière son sous-sol et présente une toute nouvelle exposition pour les familles. Sous la forme d'un jeu de rôle prêt à partir, met en scène les voyages au travers des moyens de transport du XVIIIe ou XXe siècle. Visite en images. Exposition jeu, ce qui est très novateur. Dans l'idée, elle s'intitule Prêt à partir. Donc on comprend tout de suite qu'on va faire un voyage en tant que visiteur-joueur. En fait, le joueur va avoir un audio guide à sa disposition. Vous avez différents personnages qui vous seront donnés et vous incarnez ce personnage. Et avec l'audio guide, vous entendez des bruits. C'est bien sûr des comédiens qui ont enregistré tous ces textes. Et les textes ont donc été écrits par Eugène, peut-être certains le connaissent comme écrivain lausannois. C'était un vrai plaisir de se plonger dans cette époque, entre 1750 et 1900. Et puis le challenge était fou parce qu'il fallait écrire des histoires en arborescence. Et là, c'est une expo dont vous êtes le héros. Et pour de vrai, on peut se promener, puis on change de salle, on doit trouver des objets, enquêter. Chacun de nous est familier au jeu. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut réunir aussi plusieurs générations. Et puis, on peut en fait s'instruire en s'amusant. C'était un peu une devise du 18e, mais très valable de nos jours. Et je pense que si la personne est plus participative, elle retient mieux, elle observe mieux les objets. Paradoxalement, quand on voyage, on se déplace, mais en même temps, il y a des lieux d'attente en fait, qui sont des passages obligés de tout voyage. Et on s'est dit, si on partait de ces lieux d'attente pour vivre l'expérience, donc vous avez un embarcadère, un quai de gare, une station de funiculaire, et puis finalement une écurie. Ça nous renvoie plus au XVIIIe siècle. La Suisse était un pays très, très visité, alors, au XVIIIe siècle par les gens plutôt aisés, mais après il y a eu un développement très très fort et forcément en concomitant, si je puis dire, les moyens de transport se sont développés parce qu'il y avait une demande en fait touristique. Donc les bateaux à vapeur, on a tous l'image du lac Léman avec un beau bateau à vapeur qui sillonne tranquillement ces eaux calmes du lac. L'embarcadère avec un kiosque à souvenirs, on y tenait parce qu'il y avait en fait à l'époque justement vers ces lieux d'embarquement des kiosques où on réunissait tous les objets un peu phares de la Suisse, des jeux sur les voyages en Suisse ou également ces assiettes et ces verres souvenirs que les touristes adoraient ramener de Suisse. Chez nous, on a des montagnes, donc il faut bien les gravir. Et l'idée du funiculaire, donc c'est un système de câbles, un peu comme un ascenseur. Donc il y a eu les funiculaires et les trains à crémaillère qui sont vraiment une belle invention suisse et pour pouvoir permettre à ces Anglais d'aller découvrir les sommets dans des hôtels évidemment de luxe. Il leur faut leur confort. Donc on a voulu expliquer ça aux enfants, comment fonctionnait un funiculaire et puis mettre en scène des vues panoramiques avec par exemple le Rigi et surtout Caux, l'hôtel de Caux, les hôtels de Caux bien connus et qui ont vu justement, vous avez derrière mon dos une belle vue du Territeg Lyon, ce fameux funiculaire qui conduisait tous ces Anglais sur les hauteurs. L'écurie, ça nous ramène plus au XVIIIe siècle. On a eu la chance en 2003 de recevoir un don exceptionnel, c'est-à-dire le don d'une berline. C'est une voiture de luxe tirée par en tout cas 4 chevaux provenant de la famille Pictet. Et puis on s'est dit, on trouvait qu'elle n'était pas peut-être assez mise en valeur. Donc pourquoi pas la mettre en scène dans une écurie avec des chevaux. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec un taxidermiste, monsieur Schneider. Il a réussi à cet exploit incroyable de faire des chevaux de type mecklenbourgeois, c'est-à-dire Mecklenburg, c'est en Allemagne, donc très très puissant de torse. Et puis il a fait ça avec la résine et des moules en silicone, tout ça pour montrer aussi quand même une certaine puissance sociale. C'est spécial, c'est juste avant l'inauguration, je découvre en fait la scénographie et je suis venu avec mon petit garçon qui découvre aussi, c'est maintenant, je lui disais depuis des mois que je travaille dans un château.
Et maintenant, il voit où c'est le château et je lui ai parlé de la calèche, je lui ai parlé des grands chevaux qui seront là. Ça a l'air de le fasciner. C'est fait pour la famille. Allons-y tous. Auteure, compositrice et interprète, Madame est une artiste aux 1000 facettes. Avec sa guitare, elle chante son vécu de femme, de maman et d'artiste. Aujourd'hui, elle nous présente son nouvel EP, Madame. Madame, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, j'aimerais commencer tout simplement. Qui est Madame ? Eh bien, Madame, donc je suis chanteuse. Je suis chanteuse, compositrice et interprète. Et je chante des chansons à message. Je raconte des événements de vie. Je chante la vie à chacun. Je chante surtout la vie de chacun. J'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours, puisque aujourd'hui vous avez installé vos valises à Nyon. Et puis vous venez d'une famille de musiciens. La musique et vous, comment est-ce que tout commence ? Toute petite. J'ai commencé à chanter toute petite. Je viens d'une famille de musiciens. Tout le monde est musicien à la maison, plutôt classique. Donc pour moi, ça a été différent. Voilà, ça a été la guitare, à peu près vers 15 ans. Mais j'ai commencé par un instrument beaucoup plus classique que je tairais jusque-là. Mais voilà, c'était la guitare à partir de 15 ans. Et puis le chant, bien sûr. Ouais, la guitare aujourd'hui qui vous accompagne un peu partout, c'est votre binôme. Qu'est-ce qu'elle vous procure, cette guitare ? La guitare, ça donne l'occasion de chanter partout. On peut l'emmener partout avec soi. La guitare, on peut l'emmener au bord du lac, on peut l'emmener, voilà. Et c'est vrai qu'elle m'accompagne à peu près partout. Et c'est pour moi aussi l'occasion de composer, d'écrire. Sans elle, j'y arrive pas. La guitare, voilà, l'amener un peu partout parce que c'est un peu votre objectif, c'est finalement partager cette musique. D'ailleurs, cette période a été un petit peu compliquée pour vous, comme de nombreux artistes, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais voilà, ce nouvel EP, il est là, c'est Madame. Vernissage annulé, tout tombe à l'eau. Là, comment ça se passe ? C'est très compliqué, mais on avance toujours. J'ai choisi de garder le contact avec ma communauté à travers les réseaux. J'ai composé une chanson aussi pendant cette période. Et puis, on s'est concentré sur ce qu'on allait faire après. On a pensé à la programmation pour l'été. Et puis, on s'est laissé un petit peu vivre. Voilà. On sait que c'est une situation compliquée et assez grave. Donc, on accepte et on avance. Ouais, ce nouveau titre, À distance, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte les liens qu'on a pu tisser. C'est le meilleur, je trouve. J'ai gardé le meilleur pour cette chanson, le meilleur de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens devaient se voir, devaient se rencontrer par n'importe quelle façon. Il fallait s'appeler, se voir, par les nouvelles technologies, bien sûr. J'ai vu même des gens aller en bas dans les maisons de retraite. Ils sont restés en bas alors que les personnes âgées étaient à la fenêtre pour leur chanter des chansons. Il s'est passé des choses incroyables et c'est ça que j'ai voulu raconter. Même si les écoles étaient fermées, souvent aussi les églises, enfin je raconte un tas de choses comme ça. Et ce sont les liens qui ont été créés en fait pendant cette période, les liens dorés en couleur. C'est comme ça que je les voyais. C'est pour ça que c'est une bossa nova. Et cette EP, il commence avec le single Grandir, qui est sorti en novembre 2019. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Tête blonde, tête folle, boucle ronde, boucle d'or. Tes yeux ronds comme de billes qui me fixent, qui m'épient. Petite main dans la mienne, tu me tiens en quarantaine. Tes 3 pommes, petit homme, ont depuis changé la donne. Et j'en veux de toi encore à la vie, à la mort. Plus tu grandis, plus tu m'oublies. J'en veux de toi pour toujours à la vie, à l'amour, ton indépendance, double évidence. Cille, tu t'éveilles, doucement t'émerveilles. Lumière douce, doudou bleu, perdu dans tes cheveux. Tourne boule, je perds la mienne. Toi, tu tournes une mise en scène. Sur ta joue, une larme, puis ton rire après le drame. J'en veux de toi encore à la vie, à la mort. Plus tu grandis, plus tu m'oublies. Voilà, on vient de voir ces images de Grandir. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est finalement une chanson dédiée à votre enfant ? Oui, à la base, c'était presque une berceuse que j'avais écrite comme ça, sans prétention. Et puis, je me suis vite rendu compte de l'effet qu'elle faisait sur les femmes, beaucoup sur les gens, surtout pour les personnes dont les enfants ont grandi, parce qu'eux savent ce que c'est que l'indépendance. Et donc, c'est une chanson dédiée à mon petit garçon qui grandit et qui m'a fait beaucoup grandir moi aussi. Ouais. Quelle madame est-ce que vous êtes auprès de lui ? Je suis sa maman.
Ah ouais, je suis sa maman, maman poule, bien sûr. Ouais. Ouais. Enfin, multiples facettes, hein. C'est pour ça que j'y viens, parce que cette madame, finalement, elle se décline. Oui. Et on le voit, fin février, vous sortez un nouveau single, Cap 40. Et là, vous revendiquez véritablement quelque chose. C'est quoi le message derrière cette chanson? Alors, Cap 40, j'ai eu envie d'encourager. J'ai eu envie de dire qu'il fallait suivre ses envies, peu importe la condition, l'âge, le moment qui tu es. C'est important de suivre, à mon goût, voilà, mon avis à moi, c'est de suivre ses envies, d'avoir le courage d'aller au bout de ses rêves et de laisser personne nous en empêcher. Voilà, d'y croire, de rêver et d'oser surtout. Peu importe 30 ans, 40 ans, peu importe le temps qui passe, c'est d'y aller, quoi. Finalement, c'est tout cette EP, madame, c'est un peu ce que vous racontez, c'est ce que vous venez de nous dire. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite? Voilà, des chansons, de la scène, voilà, tout simplement. Ouais, et de la musique encore. Et on espère très vite des dates à nous annoncer. Madame, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Du 15 au 25 octobre, l'association des peintres et sculpteurs de la Côte investit l'espace culturel de Grandchamp pour une exposition en commun. Au menu de la 28e édition, un vernissage festif le jeudi 15 octobre, mais aussi des animations et des performances. C'était un accouchement difficile. Ça m'a pris 3 mois pour certaines. En fait, je coupe des petits bouts de papier dans les journaux. Je suis toujours en recherche de peau, beaucoup de peau, parce que comme je fais beaucoup de portraits en fait pour l'instant, voilà, il me faut des prismes différents de couleurs en fait, parce que si je coupais directement des photos, il n'y aurait pas cet effet de prisme. Maintenant, en ce moment, je suis plutôt dans ce qui bouge, dans la joie, dans les couleurs. C'est surtout ça, un petit peu de gaieté, surtout avec cette année qui était un peu morose. C'est une série qui est sur le thème de la matière réflective. Donc c'est une technique que j'ai développée à base de vin, de feu. Et ici, je présente différents effets. C'est entre les pleurs de la vigne, qui est plutôt un travail sur l'aspect du vernis que j'utilise. Après magma, qui a un travail plutôt sur la carbonisation au chalumeau, qui peut se travailler aussi dans des zones intérieures. Et puis aussi les autres tableaux qui sont plutôt par la décantation. Donc c'est toute une histoire du vin, à travers l'inspiration de l'histoire, l'importance de faire la fête aussi. Et puis ici, un message séduisant, mais aussi un message de prévention, que plus on utilise le feu, on peut se brûler, plus on boit, on est joyeux, on peut avoir un accident. Il y a un peu tous ces aspects qui sont abordés dans cette matière. Mes démarches, c'est spontané, c'est le moment présent, et la matière m'inspire, je ne m'impose jamais à la matière. On fait commun, on travaille ensemble. L'œuvre intitulée Le Masque, c'est une pierre du Jura. On voit un personnage qui est ici avec le bras, l'avant-bras, la tête baissée, il cache son visage. Et en fait, en même temps, il rentre dans 2 profils qu'on voit de dos. Et si on va de l'avant de la pierre de l'autre côté, on voit aussi 3 visages qui sont un peu flous, qui montrent que les gens, des fois, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils montrent double visage. Cette année, je vais présenter la collection Éthiopie à l'intérieur ou la volonté de vivre. C'est une expérience que j'ai faite à travers un voyage en Éthiopie il y a 12 ans et ça m'a vraiment touché la rencontre avec cette culture. Je travaille avec le rituel, avec la religion, avec le côté féminin et féministe à la fois. Et ce que j'ai trouvé, c'est où on était différents et que c'est ça qui a enrichi mon travail et ma vie. Toujours sont des photos des endroits que j'ai visités et vraiment cadrer ce que j'allais dissigner. Mais quelques-uns sont faits sur place. Ils sont petits et c'était fait rapide. Dès que je suis rentrée en Suisse, j'ai décidé de faire les sculptures et la peinture. C'est un joli partage. Il y a des tas d'artistes différents. C'est toujours très intéressant de se confronter à d'autres personnes. Et je trouve que le lieu se prête à
à toute cette équipe d'artistes, c'est très bien. Surtout après cette période qu'on vit encore, hein, de pouvoir partager aussi ces grandes émotions qui est de sortir d'atelier, de pouvoir se montrer aussi dans un bel espace, un espace culturel que l'école de Gland Grandchamp met à disposition. Avec ceux qui organisent aussi, entre Satch, Aline et puis Christian, depuis 27 ans, cet événement. Bravo à eux. Toujours enrichissant de voir d'autres œuvres et partager. C'est le partage. Puis je pense qu'on va partager de sacrés petits moments, puisqu'on commence jeudi 15 avec le vernissage. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Quel avenir pour la musique live? On s'intéresse aujourd'hui à Distillery of Sound, l'association organisatrice de concerts rock et autres événements autour de la musique. Leur credo, tant qu'il y a des guitares électriques, une batterie et une basse, il y a de l'espoir. Mais alors, est-ce toujours le cas en pleine période de crise sanitaire? On en parle aujourd'hui avec Steve Schwartzman, fondateur de l'association. Bonjour Steve. Bonjour. Avec nous également Franco Verrilli, secrétaire de l'association, a notamment... Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue. À noter que vous êtes également programmateur et le patron du Backstage, qu'on parlera d'ici quelques instants. Donc parlons de cette association Distillery of Sound. Steve, c'est votre idée, à tous les deux même, je crois. Comment est-ce qu'elle est née, cette association? Elle est née de discussions, d'envie de pouvoir organiser des concerts dans des lieux autres que le Backstage. Et puis de pouvoir... comment dirais-je, animer des lieux un peu atypiques. Et puis à ça, il fallait une structure autre que le Backstage pour y réaliser. Donc quelque chose me dit que c'était une idée qui était là avant le Covid. Ah oui, complètement. Ah oui, ça doit faire 1 année et demie, 2 ans qu'on en parle. Je pense que ça fait déjà un petit moment, en gros depuis presque notre début de collaboration au Backstage. Et puis je pense qu'effectivement le Covid en fait, a accéléré les choses. Donc, on pourrait penser que ça ralentit justement, donc du coup ça a accéléré. Pourquoi? Ça a accéléré, en fait on a réellement créé l'association pendant le confinement, donc on avait du temps à perdre, on n'avait pas grand chose à faire, donc on s'est vu quelques fois, bien sûr avec les précautions qu'il fallait à l'époque. Et puis je pense aussi pendant le confinement, parce qu'effectivement il n'y avait rien qui se passait, donc on s'est dit mais là il faut vraiment aussi... On s'est rendu compte que quand il n'y a rien, on s'embête quand même un petit peu, quoi. Ouais, fin 2018, donc, le Backstage met le paquet sur le live, là tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Franchement, c'était pas évident, parce que c'est vraiment passé du jour au lendemain quasiment. Donc voilà, ça s'arrête. Après, on est conscient que c'est quelque chose qui est mondial, donc on n'est pas, c'est pas juste quelque chose qui lui pointe le Backstage, donc c'est un peu tout qui s'arrête. Donc c'est pas évident, mais on était comme... Voilà, au niveau sanitaire, il fallait faire le nécessaire, donc je pense que c'était juste. Par contre, après, on était super contents quand on a pu redémarrer. Ouais. Ouais, Steve, justement, en tant que programmateur, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Qu'est-ce qu'on dit aux artistes? Les artistes viennent quand même poser des questions, ou qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'échanges, beaucoup de téléphones, de mails, de SMS. Et beaucoup de frustration et puis d'inquiétude pour pas mal d'artistes quand même. Et puis c'était vraiment là, il fallait trouver une solution. Donc là, premier temps, attendre. Et puis en amont, j'étais déjà en train de discuter avec d'autres artistes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de festival, pas de paléo. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, tiens, on peut organiser des concerts en acoustique durant tout l'été. Ce qui était vraiment une très très bonne idée. Les gens ont adoré, les artistes étaient heureux de pouvoir venir jouer. Donc là aussi, c'était un bon moyen d'aider les artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'une autre manière de consommer peut-être la musique live et peut-être même les festivals? Je pense que c'est un peu tout, là, encore. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé le live, j'ai toujours aimé les festivals, les concerts. Pour moi, c'est l'essence de ma vie. Franco aussi. Exactement, ouais. C'est vrai que moi, j'ai fait du live, j'en ai fait pas mal d'années aussi. Plutôt que tant que technicien que comme musicien, mais c'est aussi quelque chose qui a rythmé pas mal ma vie jusqu'à là. Et puis j'espère pouvoir continuer, effectivement. Donc, on a vu tout le contraire, des artistes qui improvisaient leur concert à la maison, où on gardait quand même cet aspect live. Là, de quel œil est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça faisait peut-être une concurrence justement à ces bars, ces cafés, ces restaurants qui pouvaient... Moi, je pense pas. Je trouve justement ça a donné de l'espace à des créations plus modestes, aussi plus petites, mais du coup plus accessibles. Et le fait qu'il n'y a pas forcément tous les gros mastodontes, les gros festivals qui monopolisent toute l'attention de tout le monde,
ça a permis, moi j'ai vu même dans la région, il y a eu plein de petites fêtes à gauche à droite, plein de petits concerts, beaucoup plus que d'habitude. Et ça, j'ai trouvé vraiment bien, en fait. Ça... Donc, finalement, c'est un avantage. Une ville de festival, qu'il n'y ait pas autant de festivals, ça permet au groupe de jouer peut-être ailleurs, autrement. Exactement. Ouais. Vous avez fait justement un court-métrage qui raconte un peu tout ça. Assez sympa, vous rigolez. C'était quoi le but de ce court-métrage? C'était un délire que j'ai eu, que j'avais envie de me dire, tiens, un groupe débarque sur un lieu de festival où en fait il n'y a rien, et puis essaye d'imaginer un scénario, un petit délire. Et j'en ai parlé à un ami, Manu, qui a sa boîte de production, j'en ai parlé à Myben, c'est des potes, à Petit Greg aussi, et puis ça s'est fait en 4 jours en fait. Donc, du mercredi, on en a parlé avec Manu, et on tournait le dimanche. Donc ça s'est vraiment fait spontanément, et tout le monde a adoré, a apprécié ça, puis on s'est bien fendu la poire. Ouais. Vous êtes amusés, ça se sent dans les images, réalité. On regarde un petit extrait, on revient tout de suite après. Salut les mecs, ça fait tellement plaisir de vous voir. Le matériel est prêt, on n'attendait plus que vous. Et ça va être super, je me réjouis de vous entendre. Là, t'es sûr? Ouais, ça va être super. Allez, non, ouais, je sais qui vous êtes, on y va les gars. C'est l'heure d'aller mettre... Allez-y, allez-y. Allez, vous allez foutre le feu là un petit moment, ça va être super. Ils vont arriver, il a dit. Salut Paléo! Ils sont là, ils sont venus de Glen, Californie, spécialement pour toi ce soir. Ils ont joué 2 fois au camping. Mesdames et messieurs, voici mon groupe! Vous aurez bien entendu reconnu la plaine de l'As Paléo qui se donne jusqu'à décembre pour décider ou non s'il y aura une prochaine édition. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce qu'un prochain été sans Paléo, ça pourrait ou non se faire? Je sais pas. Effectivement, c'est compliqué. Je souhaite à Paléo qu'il puisse le faire, ça c'est clair. Maintenant, c'est presque dans une année, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer la situation d'ici là. Le fait qu'il n'y ait pas justement pas de festival, pas de Caribana, pas de Paléo, vous l'avez dit que ça a été plutôt bénéfique, mais est-ce qu'il y a un impact peut-être financier pour vous, pour les bars qui participent aussi parfois à ce genre d'événement? Alors, pour le backstage, pas directement, parce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas de stand, on n'a pas de bar sur le Paléo. Donc ça n'a pas un impact financier pour nous s'il y a le Paléo ou s'il n'y a pas le Paléo. Par contre, l'impact direct que ça a, c'est clair que ça laisse du monde, de la disponibilité aux gens quand il n'y a pas Paléo. Donc ça nous permet... de base, pendant la semaine de Paléo, c'est relativement calme dans tous les bars de la côte. Tandis que là, ce n'était pas le cas. Donc c'est l'impact que ça a eu sur nous, en fait. Ouais. Et la région est riche en artistes, justement, plusieurs concerts qui reviennent justement au backstage. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Ce samedi, avec Ignatius. À la fin du mois, il y a The Jamboree. C'est un groupe qui se reforme, ça fait 7 ans qu'ils étaient en stand-by, ils se reforment juste pour une tournée de 5-6 dates. Et là, ça sera vraiment bon. On a le vernissage du dernier album de Myben le 7 novembre, avec en première partie Et Satan. Là aussi, je pense que ça sera une grosse soirée. Et puis après, j'ai un blanc. Ouais. Mais de toute façon, il y a le site qui est là pour nous aider, parce qu'il y aura du blanc, du rouge, tout ce qu'il faut aussi avec modération. Ouais. Je rigole, mais est-ce que ça a eu une manière différente aussi de programmer? Je veux dire, est-ce que du coup, vous avez mis en avant peut-être plus encore la scène locale? Oui, et puis surtout déjà parce que certains groupes français ou de l'étranger ne pouvaient pas venir. C'était un peu compliqué avec la situation. J'ai déjà programmé, si tout va bien, pour l'année prochaine, un groupe italien, un groupe de Rome, qui doit venir à la base au mois de mai cette année. Et là, on a reporté pour le mois de mai l'année prochaine. Donc là aussi, c'est en train de se finaliser encore. Les prochains concerts atypiques avec l'association peut-être Distillery of Sound? Là, justement, c'est tout en projet. On peut pas trop prendre des dispositions parce que vu que ça change tout le temps, je suis en discussion avec 2 groupes pour 2 projets dans des lieux un peu drôles. Mais ouais, tant que ça ne bouge pas, tant qu'on n'a pas de certitude sur les conditions, sur ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, on est vraiment à tâtons. Donc, Heureusement, la musique est toujours là pour nous aider. Steve Schwertzman, Franco Verilli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Merci.
Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.